Ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre quelque chose qui semble aberrant en premier abord, et puis, après une vraie réflexion, de revenir sur votre idée, et au final de reconnaître qu'elle est réalisable, voire que cette chose est logique. C'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser au phénomène de Rogers, un phénomène mathématique extrêmement simple, mais qui s'applique dans divers domaines différents des mathématiques sans même qu'on y prête attention. L'application mathématique du phénomène de Rogers s'effectue de la manière suivante. Nous avons deux ensembles de nombres, admettons un premier ensemble qui comporte les nombres 1, 2, 6 et 8, et un deuxième ensemble de nombres qui comporte 6, 7, 9, 10. Une fois que l'on connaît la totalité des nombres inclus dans chaque ensemble, on peut calculer la moyenne de ces derniers. On calcule alors la moyenne du premier ensemble faisant 1 plus 2 plus 6 plus 8, le tout divisé par 4, ce qui est égal à 17 quarts. Puis on calcule la moyenne du deuxième ensemble et on trouve qu'elle est égale à 6 plus 7 plus 9 plus 10, le tout divisé par 4, ce qui est égal à 32 quarts, c'est-à-dire 8. Maintenant, admettons que l'on souhaite faire augmenter les deux moyennes, sans pour autant ajouter de nombres supplémentaires aux 8 déjà utilisés pour former les ensembles. C'est-à-dire, même s'il est tentant de glisser un petit 1000 dans chaque ensemble, on ne se permettra pas de le faire. À partir de ce moment-là, le seul moyen de faire varier les moyennes serait de déplacer un ou des nombres d'un ensemble vers l'autre, et c'est précisément ce que décrit le phénomène de Rogers. En effet, ce dernier nous dit que lorsque l'on déplace un élément d'un ensemble vers un autre, il est possible que la moyenne de chacun de ces ensembles augmente. Comment faire alors puisqu'on ne peut pas déplacer n'importe quel nombre sans discernement ? En réalité, deux conditions primordiales doivent être respectées pour que l'effet Rogers se manifeste. Dans un premier temps, il faut que le nombre que l'on enlève d'un groupe ait une valeur inférieure à la moyenne du groupe dont il est extrait, de telle sorte que cette dernière remonte car elle n'est plus tirée vers le bas par l'élément enlevé. Dans un second temps, vous l'avez sans doute compris, il faut que ce soit exactement l'inverse dans le groupe recevant l'élément. En effet, ce dernier devra avoir une moyenne initialement inférieure au nombre qu'on lui ajoute pour qu'il la tire vers le haut. On peut alors décider de déplacer le nombre 6 du deuxième groupe vers le premier afin d'obtenir les nouveaux ensembles 1, 2, 6, 6, 8 et 7, 9, 10. En recalculant les moyennes, on trouve que la première est maintenant de 4,6, elle a donc bien augmenté, et celle du deuxième groupe est de 26 tiers, elle a donc elle aussi augmenté. Maintenant c'est bien beau tout ça, on a pu voir une apparition du phénomène de Rogers. Mais ne peut-on pas aller encore plus loin ? Puisque le 7 du deuxième groupe est supérieur à la moyenne du premier groupe et inférieur à celle du deuxième groupe, on peut donc le déplacer. En le déplaçant, on trouve des nouvelles moyennes qui sont 5 et 9,5. À présent, avec nos nouveaux ensembles, on remarque encore une fois que les deux critères sont remplis et par conséquent il est encore possible de déplacer un élément du second groupe vers le premier. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Tous les ensembles ne permettent pas de retrouver l'effet Rogers. Voyons ça de plus près. Admettons que nous ayons deux ensembles. 1, 2, 3, 6, dont la moyenne est de 3, et 2, 3, 4, 5, dont la moyenne est de 14 quarts, c'est-à-dire 3,5. Alors, à la rigueur, on peut déplacer le 3 du second groupe vers le premier pour maintenir la première moyenne et augmenter la seconde. On obtient alors les groupes 1, 2, 3, 3, 6, dont la moyenne est encore 3, et 2, 4, 5, dont la moyenne est à présent 11 tiers, ce qui est égal à 3 plus 2 tiers, donc la moyenne a bien augmenté. Et là, on est bloqué, le phénomène ne peut pas se produire, puisque le plus petit nombre du second groupe, c'est-à-dire 2, est en même temps plus petit que la moyenne du premier groupe. On ne peut donc pas l'y transférer sous peine de diminuer la première moyenne. Maintenant, la véritable question qu'il faut se poser à présent, c'est « et à quoi ça sert ?» Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce phénomène peut être utilisé de nombreuses façons. Par exemple, admettons qu'une classe a des difficultés, et que sa moyenne générale est inférieure à la moyenne générale d'une autre classe. Alors il est possible qu'en déplaçant des élèves en dessous de la moyenne appartenant à la classe avec la meilleure moyenne, que la moyenne des deux classes augmente simultanément. Bon d'accord, cet exemple est très caricatural et est totalement irréaliste, mais je trouve qu'il illustre plutôt bien la capacité de ce phénomène à manipuler les moyennes. Et c'est notamment en médecine qu'il trouve son application où il est plus couramment connu sous le doux nom de changement de stade. En effet, en médecine, le fait de changer la valeur seuil permettant de considérer un patient comme étant en bonne santé permet alors de faire augmenter leur durée de vie. On pourrait se dire, mais le fait que l'on considère le patient comme étant en bonne santé ou non ne change pas les valeurs, donc changer la valeur seuil ne devrait pas impacter son espérance de vie, car son état reste inchangé. Toutefois, l'espérance de vie d'un patient n'est autre que la moyenne de la durée de vie de l'ensemble des membres du groupe auquel il appartient. C'est là qu'intervient le phénomène de Rogers. Prenons un nouvel exemple. On va s'intéresser à une étude fictive de tension artérielle chez des patients, et allons essayer de comprendre comment peut apparaître le phénomène de Rogers. Dans cette étude, nous allons considérer que le seuil d'hypertension est de 140/90, c'est-à-dire qu'un patient dont la pression systolique est inférieure à 140 mm de mercure, et dont la pression diastolique est inférieure à 90 mm de mercure n'est pas en hypertension. Par ailleurs, pour simplifier notre étude fictive, on ne tiendra pas compte de l'hypotension, et considérons donc que tant qu'un patient est en dessous des valeurs seuil, il est en bonne santé.
Pour finir, on effectuera la somme des pressions afin d'établir un score dans le seul et unique but de simplifier au maximum les données. Maintenant que nous avons défini les critères d'évaluation de nos patients, il est temps de générer nos ensembles en considérant qu'aujourd'hui, on estime qu'un tiers des adultes souffrent d'hypertension. Nous formerons donc deux groupes, un premier en bonne santé qui comportera 6 patients, et le second celui des hypertendus qui en aura 3 afin de respecter la proportion de la population. Nous pouvons alors former un groupe bonne santé où les valeurs seraient 120-80, 130-84, 129-82, 132-85, 125-79, 138-89, et un groupe hypertendu dont les valeurs seraient 141-91, 150-93, 149-92 par exemple. On sait qu'un patient hypertendu a plus de chances de décéder de manière précoce justement parce qu'il est hypertendu. Ainsi, on peut de manière tout à fait arbitraire estimer qu'un patient hypertendu vivra 67 ans, tandis qu'un patient en bonne santé, comme celui possédant les valeurs de référence, 120-80, lui en vivra 80 par exemple. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un patient est dans le groupe bonne santé qu'il a pour autant les mêmes chances de survivre que les autres membres du groupe. Par exemple, c'est le cas du patient 138-89, dont les pressions sont presque au seuil. On considère alors qu'il peut vivre plus longtemps que quelqu'un se trouvant dans le groupe hypertendu, mais en même temps moins longtemps que le patient de référence. Petite parenthèse, encore une fois je tiens à le rappeler, cette estimation est tout à fait arbitraire. Son seul but est de faire apparaître le phénomène de Rogers de manière évidente. Revenons à notre étude. Au final, si l'on estime l'espérance de vie de chaque individu en considérant que sa valeur la plus élevée est de 80 ans lorsque le patient possède les valeurs de référence, et en considérant, de manière erronée, que l'âge du décès est inversement proportionnel à la tension, on obtient la feuille de calcul suivante. Sur cette dernière, on peut voir en vert le groupe en bonne santé, et en rouge le groupe des hypertendus. La colonne C que j'ai nommée score n'est autre que la somme des tensions dont je me suis servi pour calculer les espérances de vie respectives des patients. Maintenant que nous avons attribué une espérance de vie à chaque patient, on peut calculer l'espérance globale de chaque groupe. On obtient alors les résultats suivants. Les patients en bonne santé vivent en moyenne 75 ans et demi, tandis que les hypertendus ne vivent que 67 ans. Alors c'est bon, on a obtenu nos moyennes. Maintenant, c'est le moment de faire changer la valeur seuil, car on s'est rendu compte qu'en fait, 140-90 c'était une valeur déjà trop importante, et qu'il faut mieux abaisser ces pressions en valeur 130-80. Si globalement avant il fallait viser un score en dessous de 230, il faut à présent viser un score en dessous de 210. Ce qui a pour conséquence de faire migrer dans le groupe des hypertendus une bonne partie de nos patients. Ainsi, les patients légèrement hypertendus, mais qui faisaient baisser la moyenne d'âge de décès se retrouvent dans le groupe des hypertendus, et se mélangent à ceux plus hypertendus dont l'espérance de vie est plus faible. Pour faire court, ils quittent un groupe qu'ils tiraient vers le bas et arrivent dans un groupe dans lequel ils vont tirer vers le haut l'espérance de vie. Le phénomène de Rogers prend forme. En recalculant les nouvelles espérances de vie des deux groupes, on retrouve le résultat suivant. Les espérances de vie des deux groupes ont globalement été augmentées de 3 ans, simplement en changeant la valeur seuil, sans qu'aucun progrès dans la guérison de l'hypertension ne soit fait. Par ailleurs, les valeurs seuil d'hypertension que j'ai choisies ne sont pas anodines, puisque 140-90 étaient les valeurs seuil utilisées par les cardiologues américains jusqu'en novembre 2017, avant que ces derniers, le 13 du mois, ne décident de diminuer la valeur seuil à 130-80, comme nous l'avons utilisé dans notre étude fictive. Ce changement a sans doute eu 2 conséquences. Une première, c'est une explosion du nombre d'hypertendus, puisque le seuil a été abaissé. Dans un deuxième temps, une légère élévation de l'espérance de vie de la population liée à l'hypertension, comme on a pu le voir dans notre étude fictive, puisque le nombre de décès annuels aux États-Unis liés à l'hypertension s'élève à 7,2 pour 1000, valeur qui a d'ailleurs augmenté à 7,3 pour 1000 en 2016, ce qui pourrait être une raison de l'abaissement de la valeur seuil en 2017. Malheureusement, ce changement est récent, il faudra encore un certain temps pour avoir plus d'informations sur l'efficacité de ce choix. De même que ce changement ne concerne pas tous les pays, c'est par exemple le cas de la France qui conserve le seuil 140-90. Mais du coup, on peut voir qu'au final, sans améliorer les conditions de vie des hypertendus, on a pu améliorer leur espérance de vie. On voit donc bien là que les espérances de vie peuvent être trompeuses, mais faudrait-il être méfiant vis-à-vis de ces dernières ? Après tout, il est vrai qu'abaisser la valeur seuil d'hypertension entraîne assurément une augmentation du nombre d'hypertendus, autant de personnes qui vont sans doute recevoir un traitement médicamenteux, ce qui peut alors profiter des laboratoires. Mais en même temps, en faisant diminuer à l'aide de traitements la tension des hypertendus, leur vie devrait tout de même être prolongée. Alors même si on peut voir le mal partout et considérer que la modification des normes est simplement une volonté des laboratoires pour gagner plus d'argent, il faut tout de même reconnaître que ça peut potentiellement prolonger la vie d'un grand nombre d'hommes. Qui plus est, l'hypertension n'est pas la seule pathologie qui peut être sujette au phénomène de Rogers. On peut aussi le rencontrer en oncologie, dans le cadre du dépistage d'un cancer. En effet, le même phénomène se produit lorsque le système de dépistage de cancer s'améliore, et se produit ce qu'on appelle le déplacement du temps zéro. En réalité, lorsqu'on estime l'espérance de vie d'un patient, on l'effectue à partir du temps qu'un patient détecté comme malade a encore avant de décéder. Ainsi, si l'on modifie le temps zéro, c'est-à-dire si l'on modifie, et là en l'occurrence, qu'on avance le moment où l'on considère que le patient est malade, alors son espérance de vie après le temps zéro augmente assurément, même s'il n'a pas de changement dans les traitements. Pour illustrer ce phénomène, prenons l'exemple de Jeff 1 et Jeff 1.0. Jeff 1.0 étant Jeff 1, mais dans un scénario différent. Jeff 1 passe des examens à 58 ans, et est en parfaite santé. Puis il repasse à 60 ans, et là c'est le coup de massue, on lui diagnostique un cancer, et il décède 5 ans plus tard. Si l'ensemble de la population est constituée de Jeff 1, alors assurément l'espérance de vie après le décèlement du cancer est de 5 ans. Maintenant, passons à Jeff 1.0.
Il passe un examen à 58 ans, et pour ce dernier, il a le droit à une nouvelle technique de dépistage du cancer à la pointe de la technologie, si performante qu'on lui diagnostique un cancer dès 58 ans, là où Jeff semblait en bonne santé avec les techniques moins poussées. Il ne reçoit pas de traitement différent de Jeff 1 et décède en même temps que ces derniers, puisqu'il a reçu exactement le même traitement qu'il a commencé en même temps que Jeff 1. Toutefois, une chose change dans le cas de Jeff 1.0. Il est mort 7 ans après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer, ce qui fait que dans un monde de Jeff 1.0, l'espérance de vie après décèlement d'un cancer est de 7 ans. On peut voir ici qu'en changeant le temps 0, le moment où on le repère la maladie, on a pu accroître l'espérance de vie du patient, bien qu'il décède en même moment. Et pour ceux qui sont sceptiques face à cette étude purement imaginaire, sachez qu'il existe en réalité une vraie étude qui a été réalisée à ce sujet en 2008. Elle tend à déterminer si l'apparente augmentation de l'espérance de vie des patients atteints du cancer du poumon provient de l'amélioration des soins ou si elle provient d'une nouvelle méthode de diagnostic qui n'est autre que la tomographie par émission de positons, la TEP. Dans cette étude, ils ont effectué une analyse des registres de 1994 à 2004 pour former deux groupes, un groupe pré-TEP et un groupe TEP, et ont choisi comme année seuil 1999, année durant laquelle la TEP s'est répandue. On ne va pas rentrer plus dans les détails parce que c'est pas l'objectif, et on va juste voir quelques remarques des chercheurs. La première, c'est que dans le groupe TEP, l'espérance de vie a été améliorée pour les patients de stade 3 et de stade 4. Le deuxième point d'attention, c'est que, parallèlement à cette augmentation de l'espérance de vie, on peut remarquer une diminution de 5,4% de malades de stade 3 et d'augmentation du nombre de malades de stade 4. La conclusion qu'on peut alors tirer de ces remarques est que l'utilisation de la TEP a permis de mieux classer les patients, en plaçant certains patients de stade 3 comme étant en stade 4, ce qui a fait augmenter l'espérance de vie des deux groupes, par effet Rogers. On peut alors en conclure que dans les deux cas évoqués, le constat est le même. Ce qu'on peut considérer comme étant une amélioration des soins peut n'être qu'un biais causé par le phénomène de Rogers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un dislike et à me dire ce qui pose problème dans les commentaires. Mais si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner, vous connaissez le blabla habituel.